Alors, sur Touche pas à mon poste, ils ont invité l'ancien agent du KGB qui s'est fait virer de LCI pour avoir traité Vladimir Poutine de fiotte en direct à l'antenne. LCI vous a privé de mon expertise, explique l'intéressé interrogé par Cyril Hanouna. Bon, bah c'est officiel, le monde est devenu dingue. Allez, jingle. Tout de suite là? Ça a commencé? Mais enfin, ça va pas! Vous êtes sérieux? La colère des femmes. C'est totalement de la politique! Polémique sur la prison de Fresnes, polémique sur le planning familial, polémique sur les rodéos urbains, polémique sur le barbecue, polémique sur polémique, le débat public c'est pas réjouissant en cette rentrée. Alors on s'est dit que pour cette nouvelle saison de la chronique politique de l'UMA, on allait justement essayer de comprendre pourquoi le débat paraît aussi nul. On va en décortiquer les ressorts, plonger dans les polémiques pour comprendre les stratégies médias des uns et des autres et essayer d'en sortir par le haut. En bref, on va avoir du pain sur la planche et surtout la tête dans le flux. Ouais, donc la tête dans le flux, c'est le titre de la chronique en fait. Et pour ce premier épisode d'une longue série consacrée au pourrissement du débat, on va commencer par le pourrisseur en chef, Éric Zemmour. Parce que oui, Éric il s'était fait relativement silencieux depuis sa défaite à la présidentielle, je rappelle qu'il se voyait déjà à l'Elysée, mais le week-end du 11 septembre, pendant que nous, on s'éclatait à la fête de l'UMA, Éric Zemmour il a fait son retour dans le Var à l'occasion des universités d'été de son parti Reconquête. Bon là, il a déroulé son discours habituel, identité, sécurité, j'aime pas les immigrés, mais un passage nous a interpellés. Le tabassage, le viol, le meurtre, l'attaque au couteau d'un Français ou d'une Française par un immigré n'est pas un fait divers. Pas plus un fait divers que le meurtre d'une femme par son mari. C'est un fait politique que j'appellerai désormais francocide. L'ex-chroniqueur assume d'inventer un concept, de le balancer dans l'arène médiatique et enjoint ses militants à faire de même pour imposer le mot. C'est assez rare de voir un homme politique théoriser comme ça en public avec autant de transparence une méthode de manipulation des masses et dévoiler devant la presse sa stratégie média. Ce qui intéresse Zemmour, c'est de gagner la guerre des mots. Si on se met à parler, à penser avec ses mots à lui, c'est gagné. Et il cite même Lénine pour se justifier, regardez. Lénine avait tout compris quand il disait « Faites-leur manger le mot, vous leur ferez avaler la chose ». Sa stratégie au long cours, c'est de radicaliser encore et toujours sa position pour rendre peu à peu acceptables des concepts antérieurs qui, par contraste, finissent par apparaître modérés. Pour francocide, pour l'instant, ça n'a pas pris. Et heureusement, le terme est absurde. Il s'inspire du mot féminicide qui décrit des violences systémiques contre les femmes dues au système de domination qu'est le patriarcat. Mais là, il essaye de faire croire qu'il y a une haine systémique des étrangers contre les Français de souche, comme si les étrangers dominaient les Français. Et il n'y a qu'à voir les statistiques de discrimination au logement ou à l'embauche pour voir à quel point c'est une absurde inversion de la domination. Mais justement, prenez ce terme que j'ai utilisé il y a quelques secondes, Français de souche. À l'UMA, évidemment, on ne l'emploie pas. Mais force est de constater qu'il s'est banalisé dans le débat public ces dernières années, à cause notamment des efforts médiatiques d'Éric Zemmour. Il s'est passé que les Français ont quitté les banlieues. Parce que justement, ils ne supportaient plus les Français de souche. Français de souche, à la base, c'est un terme antisémite apparu au 19e siècle pour distinguer les bons Français des Juifs. Et c'est désormais devenu un marqueur politique mainstream. Submersion migratoire, priorité nationale, racisme anti-blanc, pompe aspirante, français de papier, voilà autant de mots de l'extrême droite qui doivent malheureusement vous être devenus familiers à l'oreille si vous regardez les médias traditionnels. Même le simple mot de race d'ailleurs est un marqueur zémourien qui charrie une vision du monde et son fantasme de guerre civile, comme le rappelle ici la sémiologue Cécile Alduy. Or aujourd'hui, personne ne remarque qu'Éric Zemmour donne une vision purement raciale de la société française. Ce qui nous interroge donc, c'est qu'un discours si fondamentalement non seulement xénophobe, mais fondé sur une vision raciale de la société, ait un tel écho aujourd'hui. Autre exemple qui montre bien l'efficacité de cette stratégie médiatique, le grand remplacement. C'est-à-dire, il me demande de dire, voilà, vous avez voulu imposer le thème de l'identité, vous avez voulu imposer le thème du grand remplacement, et vous vous êtes trompé. Ça, je ne le dirai jamais. Comme il le dit lui-même, c'était son thème de campagne, son grand concept, qu'il a certes repris au militant suprémaciste Renaud Camus. Mais 6 mois après la campagne, il a beau avoir perdu, les faits sont là, tout le monde voit à peu près ce que c'est que le grand remplacement. Y compris ceux qui ne sont pas d'accord avec cette théorie du complot et cette vision raciste de la société. Alors comment ça marche? Comment on contamine le débat public avec un concept? Alors certes, sa chaîne maison CNews l'a bien aidé à imposer le terme, épaulé par des sondeurs peu scrupuleux. Regardez ce lancement en plateau en octobre 2021. Éric Zemmour a médiatisé ces dernières semaines la théorie du grand remplacement, présentée comme étant le risque, je cite, que les populations européennes, blanches et chrétiennes, soient menacées d'extinction suite à l'immigration musulmane provenant du Maghreb et d'Afrique noire. Là, on l'annonce comme une théorie normale, une parmi d'autres, et hop, on enchaîne.
On a pu voir en reportage chez des jeunes LR que le terme est désormais employé y compris dans la droite dite républicaine. Et surtout dans les plus jeunes générations. Ça promet pour l'avenir. Pour cause, la candidate LR Valérie Pécresse était la première à reprendre ce mot d'Éric Zemmour en meeting avant même le RN, qui a suivi peu après. Serons-nous une nation unie ou une nation éclatée? Face à ces questions vitales, pas de fatalité, ni au grand déclassement, ni au grand remplacement. Et là, c'est le début de la contamination. Parce que du coup, en face, la gauche réagit, et sur le papier, c'est légitime. D'ailleurs, souvent, ce sont les journalistes qui demandent une réaction. Hier, Valérie Pécresse a repris une expression qui était utilisée et qui est utilisée par Éric Zemmour. Il n'y a pas, dit-elle, de fatalité au grand remplacement. Quelle est votre réaction ? La sidération. Vous pensez quoi du grand remplacement devient une question qu'on peut poser comme vous pensez quoi de l'augmentation du SMIC ou vous pensez quoi des éoliennes en mer? Et du coup, le terme infuse et se retrouve dans la bouche de tout le monde, comme l'écologiste Yannick Jadot au Parlement européen pendant la campagne. Monsieur le Président de la République, cessez de tendre l'oreille aux théories fumeuses et nauséabondes du grand remplacement. Bref, avec francocide, Éric Zemmour retente le coup et espère à nouveau imposer ces termes. Sauf que sans campagne présidentielle et tout le barouf médiatique qui l'accompagne, ce sera plus dur pour lui de médiatiser ses horreurs. Bon, là normalement je vous ai tous déprimés. Alors essayons une happy end. Imposer des termes dans l'agenda médiatique, c'est une partition qu'essaient de jouer tous les acteurs politiques. L'extrême droite a été particulièrement efficace en la matière ces dernières années, ce qui explique en partie le climat médiatique ambiant. Mais des fois, la gauche gagne aussi et arrive à imposer ses concepts. Vous avez bien sûr entendu parler de cette polémique aussi sur les super profits. Non. Faut-il taxer les super profits des grandes sociétés, des grands groupes énergétiques français? Mais taxer les super profits, c'est montrer où est l'adversaire. Et oui, les super profits qu'on va super tout leur prendre, ça aussi tout le monde voit bien ce que c'est désormais. Et ça, c'est plutôt cool. Voilà, c'est la fin de ce premier épisode de La Tête dans le Flux. J'espère que vous avez apprécié ce nouveau concept qu'on va renforcer, amender au fil de l'année. En attendant, n'hésitez pas à commenter, liker ou vous abonner à la page de l'UMA. Nous, on se dit à jeudi prochain et n'oubliez pas, quand on a la tête dans le flux, l'important, c'est de garder les pieds sur terre. Allez, salut!